Bonsoir tout le monde et bonsoir docteur. Bonsoir Taïn. Nous voilà déjà en pleine rentrée, c'est-à-dire que certains d'entre nous ont déjà entamé l'école. Et ce soir, nous allons parler de différentes méthodes d'apprentissage, différentes méthodes pédagogiques, surtout celle qui est la plus adaptée, si elle existe bien sûr, n'est-ce pas? Exactement. Alors, docteur, quelles sont ces méthodes pédagogiques déjà qu'on utilise actuellement? Mais avant de parler de méthode, nous savons tous que le rôle des parents, c'est tout d'abord d'identifier les motivations de son enfant, n'est-ce pas? Tout à fait. Et d'utiliser ces motivations comme un ressort pour aider son enfant à passer une difficulté passagère. Les motivations aussi permettent aux parents de faire comprendre à l'enfant pourquoi ils doivent subir le fait d'aller à l'école. Parce que des fois, c'est subi comme une contrainte pour les enfants, pour la plupart des enfants. Cela peut lui paraître inutile, cela peut lui paraître vraiment inintéressant même des fois, mais si vous connaissez la motivation de votre enfant, vous pouvez utiliser cela pour les intégrer à ses objectifs personnels. En parlant d'objectifs personnels, docteur Sylvia, on observe souvent que les parents font l'erreur de projeter leurs propres ambitions sur leurs enfants, n'est-ce pas? Malheureusement, beaucoup de parents font comme cela, mais il faut reconnaître que on le fait. Si on ne sait pas que nous-mêmes, on projette nos ambitions sur nos enfants, ça c'est dangereux. C'est pour cela que j'insiste sur le fait qu'il faut savoir tout d'abord la motivation de l'enfant, qu'est-ce qu'il veut faire vraiment. Même s'il est encore petit, il sait à peu près ce qu'il veut faire. Et les parents doivent faire aussi accepter à l'enfant des contraintes non négociables, comme le fait d'aller à l'école, comme on a mentionné au début de notre émission. Les enfants doivent subir des frustrations passagères pour pouvoir mieux gérer le stress de la vie quotidienne quand il sera adulte ou même quand il est encore enfant. C'est bien dans le développement de l'enfant de subir des frustrations passagères, même quand il est petit. Comme cela, vous aurez un adulte responsable et un adulte indépendant plus tard. Oui, tout à fait. Je suppose aussi que la motivation se construit et s'entretient jour après jour, non? Tout à fait, oui. Et sinon, docteur, qu'en est-il des devoirs à la maison? Parce que ça fait partie des méthodes qu'on utilise à l'école depuis des lustres. Oui. Actuellement, on a constaté que les devoirs de maison, si c'est des exposés, si c'est des recherches que l'enfant font, c'est pratique, c'est utile pour l'enfant. Les longs devoirs, si l'enfant ne comprenne pas, les enfants doivent demander tout d'abord à la maîtresse en classe. Ce n'est pas aux parents d'inculquer les leçons, les devoirs. Si l'enfant ne comprend pas, les devoirs de maison doivent être faits vite. Si l'enfant comprenne bien les leçons qui lui ont été présentées à l'école. Si l'enfant ne comprend pas bien les leçons, il va y avoir des tensions à la maison. Des tensions à la maison, une interaction avec les parents, ils vont juste se fâcher et sans aboutir à rien. L'enfant va être stressé, les parents vont être nerveux, donc c'est inutile. D'accord, donc en ce qui concerne les devoirs de maison, pour être plus explicite, il vaut mieux que l'enfant comprenne bien tout à l'école parce que ce n'est pas le devoir des parents, mais l'enfant arrivé à la maison, il devrait être apte à faire les devoirs à la maison vite, sauf les recherches. Exactement, vous avez bien formulé. D'accord. Et sinon, docteur Sylvain, en parlant de tout ça, les parents ne doivent pas donc participer à la vie scolaire de leurs enfants? Non, on n'a pas dit ça. C'est tout à fait le contraire. Les parents doivent être vraiment impliqués dans la vie scolaire de son enfant. Les parents doivent surveiller l'enfant, ils doivent savoir si les devoirs sont faits, si les leçons sont bien apprises. On peut faire des choses avec son enfant à la maison. Par exemple, on peut lire des livres à la
la maison pour apprendre son enfant à lire, Oui. à écrire aussi, pourquoi pas. Vous pouvez regarder les cahiers qui ont été faits sans pour autant insister sur les devoirs. Vous pouvez apprendre les proportions à votre enfant en faisant la cuisine. Par exemple, les calculs, vous pouvez le faire en faisant la cuisine avec votre enfant, mais pas forcément devant un cahier, devant des devoirs. Et sinon, docteur Sylvia, à Madagascar, quelle est la méthode pédagogique la plus utilisée? Les écoles publiques et aussi les écoles privées à Madagascar ont toujours suivi le système éducatif français. Et le système éducatif français ont utilisé la notion de sanction, notation. Oui. Et c'était auparavant. Maintenant, il commence à évoluer. Mais nous, on suit encore, la plupart des établissements suivent encore ce système. Et en quoi consiste ce système de notation-sanction, docteur? Les élèves ont des notes et des rangs en classe. C'est le système de notation-sanction. Et pour la sanction, si les devoirs ne sont pas faits, les enfants seront punis. Et le genre de punition, c'est ils doivent refaire le même exercice plusieurs fois, en copiant plusieurs fois dans le cahier. Des fois, les enfants sont punis en sortant dans la cour de l'école et c'est dans la cour qu'ils font leurs devoirs. Ou des fois même, ils doivent écrire qu'ils ne doivent plus oublier de faire des devoirs à la maison des centaines de fois dans un cahier. D'accord, donc Oui. ça existe encore aujourd'hui? Malheureusement, cela existe encore. Mais dans les écoles qui utilisent ces méthodes, c'est plutôt aussi répétitif. Le système d'enseignement, c'est répétitif. Les enfants ne développent pas assez leur curiosité. Les enfants ne développent pas assez leur esprit d'analyse. Donc, en gros, est-ce que c'est si mal, ce système de notation, docteur, notation-sanction, ou est-ce qu'il faudrait juste améliorer un peu? Cela a été utilisé pendant longtemps, mais actuellement, ils ont amélioré le système. D'accord. Et sinon, quels sont les types d'écoles qui existent chez nous et en quoi consiste en gros leur philosophie pédagogique? Il y a plusieurs écoles religieuses à Madagascar. Il y a des écoles catholiques surtout. Il y a aussi les écoles françaises. Oui. Il y a les écoles d'expression française. Il y a les écoles d'expression anglaise aussi qui émergent actuellement. Et il y a aussi des écoles qui utilisent des méthodes alternatives comme les écoles Montessori. D'accord. Et en parlant de cette méthode Montessori, docteur, qu'en est-il? Parce qu'on entend beaucoup parler en ce moment. Oui, la méthode Montessori a été inventée par Maria Montessori, qui est un médecin italien qui est à l'origine de cette méthode. Chaque enfant apprend à un rythme qui lui est propre et qu'on doit respecter. C'est le principe de cette méthode. D'accord. Et c'est clair en ce qui concerne les genres d'école et les méthodes qu'on utilise à Mada, surtout cette nouvelle méthode Montessori. Normalement, docteur Sylvia, aller à l'école doit susciter le plaisir, l'intérêt et la curiosité de l'enfant, non? Oui, tout à fait, vous avez raison. Et l'objectif, c'est de développer l'autonomie de l'enfant, développer son esprit critique, excusez-moi, et aussi d'apprendre à apprendre. Et on va entamer la dernière question que tout le monde attend. Donc, quelle est donc la méthode la plus appropriée? Il n'y a pas de méthode appropriée. Cela dépend vraiment de la situation qui existe déjà, quelles sont les offres qui existent à Madagascar et des objectifs des parents. Voilà, mais je suppose que toute méthode doit être concentrée vraiment sur l'enfant, c'est-à-dire ses motivations, même s'il est encore petit, qu'il ne peut pas discerner lui-même. Mais je crois qu'il faut se concentrer sur l'enfant avant de choisir la méthode, n'est-ce pas? Exactement, il faut connaître la personnalité de son enfant avant de choisir l'école dans laquelle on va l'envoyer. Voilà, sans céder à ses caprices, bien sûr. Et on a quand même fait le tour, on va en parler un peu plus la prochaine fois. On se retrouve après la pause. Mon quotidien n'est pas toujours idéal, mais ma peau peut l'être. Idéalia de Vichy. Il agit couche par couche dans l'épiderme. C'est cliniquement prouvé. Rides lissées, pores resserrés, la peau retrouve son éclat naturel. Idéalia. Et maintenant pour vos nuits, Idéalia Skin Sleep. Vichy Laboratoire. Parce
que la peau de votre bébé est dotée d'une richesse insoupçonnée, un capital unique pour toute une vie, aujourd'hui, Mustela réinvente ses soins. De nouvelles formules toujours sans parabènes, sans phtalates, sans phylloxyéthanol, une moyenne de 92% d'ingrédients d'origine naturelle et enrichis d'un nouvel actif breveté, le perséose d'avocat. Parce que c'est maintenant que se joue l'avenir de la peau de votre enfant, Mustela lui apporte un soin unique dès aujourd'hui et pour demain. Quand on devient femme, après un bébé ou quand le corps change, on peut souffrir de sécheresse intime. Roger Cavaillès a créé le premier gel de toilette intime spécial sécheresse aux extraits d'olivier. Chaque jour, il aide à maintenir l'hydratation naturelle. Roger Cavaillès spécial sécheresse pour oublier la sécheresse intime. Comme nous le voyons tous, l'été est en train de pointer son nez, il commence à faire chaud, le soleil est en train de brûler certains d'entre nous, surtout les tout petits. Alors ce soir, je vous ai encore ramené le lait solaire très haute protection de Mustela pour bébé et pour les enfants. C'est très utile pour cet été pour protéger bien la peau de bébé. Et ce qui est bon avec cet écran solaire, c'est qu'il protège le capital vie de la peau de votre enfant dès aujourd'hui pour que sa peau soit plus belle demain. C'est vraiment un produit qui protège alors la peau de votre bébé. Oui, tout à fait. Et il est fait à base de perséose d'avocat qui a été conçu spécifiquement pour préserver le capital cellulaire de la peau fragile des enfants et des bébés. C'est très intéressant. Et où est-ce qu'on peut trouver le lait solaire très haute protection? Oui, j'ai oublié de dire que c'est un écran solaire spécial visage pour bébé et enfants. D'accord. Oui. Vous pouvez le trouver en pharmacie. Merci de nous avoir donné ces renseignements pour que bébé ait une peau douce et une peau bien protégée. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir de servir les parents. Nous voici déjà dans la dernière rubrique de l'émission Parents. Ce soir, je vais lire la question de Amina. Oui, elle a raison de poser la question suivante parce que l'été pointe son nez. Puis-je réutiliser la crème solaire de l'année dernière pour mon enfant? Pertinente. C'est une question très pertinente. Et on ne veut pas gaspiller aussi quand on a encore une crème solaire. Pourquoi en racheter une autre? Oui. Mais il faut savoir que il y a des dates de péremption déjà sur les boîtes. Il faut vérifier que les dates de péremption ne sont pas atteintes. Généralement aussi, c'est utilisable entre 6 mois et 12 mois après ouverture. Donc, il faut bien voir si le produit n'a pas changé de couleur, si le produit n'a pas changé de texture. Oui. Et si vous êtes paranoïaque ou si vous visez l'excellence, rachetez-en une autre tube, c'est mieux. C'est toujours mieux si vous avez des doutes sur la qualité de l'écran solaire qui est resté à la maison. Voilà. Et j'espère qu'on a répondu à la question de Amina. Vous aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Et on va clore notre émission de ce soir. On se retrouve dès la semaine prochaine. Au revoir.